aujourd'hui pour m'accompagner Drif d'AZ Portage. Je vais le laisser comme d'habitude se présenter et s'introduire pour pouvoir après commencer ce nouveau débat, ce nouvel échange, cette nouvelle émission avec vous. Très bien. Bonjour à tous. Je m'appelle Drif Aïdzaïd, je suis le fondateur de la société AZ Portage. Donc, chez AZ Portage, on aide les consultants à devenir indépendants avec le statut sécurisant du salarié grâce au portage salarial. Alors, je sais que ce n'est pas un sujet forcément super sexy, mais vous inquiétez pas, avec Mickaël, on va le rendre aussi passionnant que possible. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, le portage s'adresse à qui et c'est quoi? Alors, le portage salarial s'adresse à tout ce qui est consultant dans le domaine du conseil, de l'IT, de la formation. Il y a bien sûr des professions qui sont exclues du portage salarial, mais ça ne concerne pas notre auditoire d'aujourd'hui. C'est ce qui est service à la personne, ce qui est profession réglementée, comme les avocats, les comptables, les professions médicales. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Portage salarial, en fait, c'est un mode de travail qui combine les avantages du salarié et de l'indépendant. Donc, le consultant intervient auprès de ses clients dans le cadre de ses missions avec le statut de salarié de la société de portage salarial. Et la société de portage salarial, elle gère la partie administrative, la partie juridique et la partie comptable. Quelle est la différence, par exemple, entre le portage salarial et être indépendant ? Alors, la principale différence, je dirais, c'est le statut de salarié. L'indépendant, lui, il est freelance, il gère toute la partie administrative tout seul. Alors, il peut se faire accompagner, bien évidemment, d'un expert comptable, de son conseiller financier et autres, mais il gère toute la partie administrative et il a, on va dire, pas de sécurité. Le principal avantage du portage salarial, c'est cet aspect sécuritaire. Donc, du fait qu'on soit rattaché au régime de sécurité sociale, on bénéficie du chômage, de la retraite, de la prévoyance, de la fiche de paye, donc ce qui donne accès à un crédit. Alors, le portage salarial ne s'occupe pas de la partie je cherche pour toi un client. Alors, c'est exactement ça. D'un point de vue, si on regarde la convention collective, la société de portage salarial n'a pas vocation à trouver une mission pour le consultant et elle ajoute même que le consultant a obligation de démarcher de nouveaux clients. Ça, c'est la partie convention collective. Dans les faits, tu as des sociétés de portage salarial, mais tu as également d'autres sociétés qui ne sont pas des sociétés de portage salarial, qui proposent des missions aux consultants, ou moi, dans mon cas de figure, je ne propose pas de mission aux consultants. Par contre, j'ai des partenaires qui ont, eux, des besoins, et je les mets en relation avec mes consultants. Le portage salarial s'adresse aujourd'hui à un jeune consultant ou plutôt un consultant dit expérimenté aujourd'hui? Est-ce que moi, je suis consultant, je n'arrive pas à trouver une ESN qui souhaite me donner ma chance? Et peut-être que l'option du portage salarial peut être une bonne option pour un consultant où tu me dis non, c'est pas forcément la clientèle qu'on peut viser en faisant du portage salarial. Alors, je dirais tout dépend du domaine d'activité. Si on parle de l'auditoire qu'on a aujourd'hui, ça sera essentiellement des consultants SAP. Pour les consultants SAP, que ce soit du portage salarial ou du freelance, c'est un peu la même chose. Un consultant freelance qui veut se lancer en freelance, qui a 1, 2 ou 3 ans d'expérience, il ne trouvera jamais de client. Voilà. Il faut que tu sois minimum confirmé avec aujourd'hui environ 5 ans d'expérience pour pouvoir trouver un client. Donc, que tu sois en freelance ou en portage salarial, ça, c'est le même scope. Trouver une mission, il te faut 5 ans d'expérience. Tu peux trouver, bien sûr, avec 3-4 ans d'expérience. C'est beaucoup plus rare. Moi, lorsque j'ai des consultants qui se renseignent, alors par contre, il y a énormément de consultants juniors avec 1, 2, 3 ans d'expérience qui veulent passer au portage. Par contre, je les mets en garde du fait que c'est très compliqué de trouver une mission et je les oriente sur le fait qu'en général, ils sont en ESN. Et je leur dis de discuter avec leur ESN. Hier, j'étais avec un consultant qui est salarié de Viséo, qui a presque 3 ans d'expérience, qui veut absolument passer en portage en fin d'année. Je l'ai déconseillé fortement de le faire, mais comme il insiste, je lui dis à ce moment-là, parle avec ton employeur, ton ESN aujourd'hui, demande-leur que tu veux continuer ton projet en portage salarial, mais via l'ESN. Si ça passe, c'est parfait.
Par contre, s'il refuse, il est obligé de poser une démission, trouver une nouvelle mission, et ça sera vraiment très compliqué. Donc, il vaut mieux être confirmé ou expert pour passer en portage salarial, comme pour un freelance classique. Alors, donc là, on vient de parler de la partie pour pouvoir être staffé. Par rapport alors, aux URSSAF, aux prélèvements sociaux, donc je suppose que ce n'est pas gratuit le portage salarial, et aussi comment l'État se sert. Effectivement, tu as le statut de salarié. Donc, en fait, tu as une fiche de paye. À partir du moment où tu es salarié, tu as des cotisations salariales et patronales. Donc, tu es chargé. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ton bulletin de salaire, que ce soit en portage salarial ou salarié d'une ESN ou d'un client final, c'est la même chose, parce que les fiches de paye sont standardisées. Tout ce qui change, que tu sois en portage salarial, en ESN ou en client, ça va être la convention collective et donc les taux de charge qui vont s'appliquer derrière. Donc, tu es autant chargé en portage salarial qu'en ESN ou autre. À la seule différence, c'est que le portage salarial, ton entreprise de portage salarial va se rémunérer en prenant un pourcentage de frais de gestion sur le chiffre d'affaires hors taxe et le reste va revenir au consultant. Donc, tu as une rémunération qui est beaucoup plus importante. Même si tu as des charges qui correspondent de façon équivalente à une ESN, ton salaire est largement supérieur. Donc, le portage salarial est quand même un statut plus sécurisant pour un consultant que d'être freelance. Ah, très largement. Il est largement plus sécurisant. La principale sécurité et avantage du portage salarial, c'est le chômage. Après, tu es rattaché au régime général aussi de la sécurité sociale. C'est aussi sécurisant. Tu as un contrat de prévoyance entreprise aussi. Et le chômage. Donc, tout ça, c'est une enveloppe. Donc, tu parles de prévoyance. Donc, c'est toi qui mets à disposition une mutuelle. C'est quand je suis, par exemple, vis-à-vis d'un client, je dois le préciser que je suis dans le cadre d'un portage salarial. Le client, c'est toi qui payes et après, tu fais le bulletin de salaire et tu reverses au consultant? C'est ça. Alors, il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. La prévoyance, c'est un contrat qui est un contrat obligatoire, que tu sois en portage salarial, en ESN ou en client. Les entreprises ont obligation de fournir un contrat de prévoyance qui vient couvrir notamment les arrêts maladie longs ou les accidents du travail. Et après, tu as un contrat de complémentaire santé. Et ça, c'est aussi obligatoire de fournir un contrat de complémentaire santé. De mémoire, je crois que c'est depuis 2016. Toutes les entreprises doivent le fournir. Dans le cadre du portage salarial, on a un contrat de prévoyance plus un contrat complémentaire santé. Le contrat de prévoyance est obligatoire. Le consultant n'a pas le choix. La complémentaire santé, elle est obligatoire également, sauf si le consultant bénéficie déjà d'une mutuelle obligatoire via son conjoint, par exemple, ou à titre privé. Dans ce statut-là, si on prend les autres avantages que peut avoir un salarié, est-ce que les tickets restaurants, on ne parle pas des vacances, est-ce que de l'intéressement, de la participation, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans le portage salarial? Alors, tous les avantages que tu peux avoir dans une ESN ou un client, vu que le portage salarial, c'est un statut de salarié, tu peux bénéficier de tous ces avantages-là dans les sociétés de portage salarial. Maintenant, tout dépendra de ce qui est mis en place dans les sociétés. Comme dans les sociétés classiques, certaines sociétés vont mettre en place l'intéressement, la participation, un comité d'entreprise ou pas, des tickets restaurants ou pas. Donc, tout dépend de chaque entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la demande auprès de l'entreprise, faire une simulation, discuter avec une entreprise de portage salarial pour savoir quels services sont en place. Donc, ce que tu parles, les tickets restaurants, bon, pour moi, c'est un petit peu anecdotique. Hein. C'est quelque chose qu'on donne parce que il n'y a pas de charge sur les tickets restaurants lorsqu'on est en deçà d'un seuil. Mais en ticket restaurant, sur un mois de 20 jours, je crois qu'au maximum, si on est sur le plafond, on a 300 euros. Quand tu factures 500 euros au jour, tu es à 10 000 euros à la fin du mois, c'est peanuts. Mais par contre, tu peux avoir d'autres avantages à côté. Effectivement, la participation, l'accès aux chèques CESU, les chèques cadeaux, les chèques culture, des avantages salariés financiers ou autres. Tout ça, ça peut ajouter un gros plus ou les frais professionnels. D'accord. Alors, les frais professionnels, par exemple, un consultant qui est en déplacement, c'est un système de refacturation, même principe qu'une ESN, elle facture au client et après tu le refactures, enfin tu rembourses le consultant. Est-ce que pareil, les entreprises de portage font aussi une avance de frais? Parce que pareil, un consultant qui est en déplacement toute la semaine, typiquement on va prendre les Jeux Olympiques où les frais vont littéralement exploser, hein, les nuits d'hôtel vont doubler, voire plus. Donc, ça peut représenter une très grosse somme. Alors, quand bien même le consultant gagne très bien sa vie, est-ce qu'il y a, de façon légale, hein, l'avance de frais compris? Oui, alors, c'est la même chose. Les frais professionnels en portage salarial, tu y as droit. Maintenant, il y a deux types de frais.
il y a les frais que tu peux refacturer au client, comme ce qui se passe en ESN ou en freelance. Donc, dans le cadre de tes déplacements, tu as un accord avec ton client pour payer ton billet de train, ton billet d'avion, ta nuit d'hôtel, tes repas. Donc, tu factures ton client et ensuite le consultant est remboursé et tu as les frais de fonctionnement. Donc, typiquement, un consultant, il va s'acheter un ordinateur dans le cadre de l'exercice de sa mission. Il a besoin d'un téléphone, il a peut-être besoin d'une imprimante, d'un bureau, d'une chaise, de consommables, etc. Donc, tout ça, c'est des frais de fonctionnement. Donc, les frais qui sont refacturables au client. Donc, en fait, le consultant présente une note de frais à son entreprise de portage salarial. En fin de mois, l'entreprise de portage salarial facture son client. Et après, en fonction de l'organisation de l'entreprise de portage salarial, elle va soit rembourser le client tout de suite, soit au moment où le client paye la facture. Moi, chez AZ Portage, je paye tout de suite, donc en fin de mois. Une fois qu'on facture le client, je rembourse le consultant. Et les deuxièmes frais, ce sont des frais de fonctionnement. Donc, c'est la même chose. Le consultant fait une note de frais. Par contre, cette note de frais-là, elle n'est pas facturée au client. Elle est prise sur le compte consultant en fin de mois. Donc, elle est déduite de son compte consultant avant de venir calculer son salaire. D'accord. Donc, la société de portage est l'interlocuteur unique du client final. Donc, c'est toi qui… Non. C'est pas exactement ça, en fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, le consultant a vocation à trouver lui-même sa mission. Donc, en fait, c'est lui qui va avoir un entretien avec le client. Donc, c'est lui qui est, on va dire, le point d'entrée privilégié avec le client. L'entreprise de portage salarial, elle a vocation à gérer la partie administrative, juridique, comptable et commerciale d'une certaine manière, parce que tu as un contrat commercial qui est à signer, mais le contrat commercial, c'est le client, le consultant, qui va le négocier avec le client. Quand tu passes ton entretien chez un client, alors en ESN, peut-être pas parce que tu es salarié d'une ESN, mais quand tu es freelance, c'est toi qui vas discuter du contenu de la mission. Est-ce que toi, tu vas accepter la mission en fonction de ce qu'on te demande ou est-ce que tu vas la refuser? Et si tu l'acceptes, à quel TJM tu vas te vendre? Donc, tu as peut-être un TJM de base. En fonction de ce qu'on va te demander, tu vas dire, voilà, ça c'est mon TJM. Ou non, vous m'avez parlé d'une mission sur une durée de 2 ans, mais là, vous me parlez d'une mission d'expertise sur 10 jours. Donc, sur 10 jours, je ne vais pas facturer la même chose qu'une mission de 2 ans. Voilà. Est-ce que j'ai des frais de déplacement aussi ou pas? Donc, tout ça, c'est le consultant qui va le négocier. Ça sera intégré dans le contrat commercial et charge à la société de portage salarial de relire ce contrat commercial, de déceler s'il y a des clauses abusives ou pas. Typiquement, clause abusive, ce que je retrouve très régulièrement, c'est le client qui va dire nous, on peut résilier ton contrat sans prévenir. Par contre, toi, tu dois nous prévenir 1 mois en avance si tu veux quitter la mission. Après, charge au consultant d'accepter ou pas. Mais moi, je mets toujours en garde le consultant de dire c'est disproportionné. Je ne vois pas pourquoi ton entreprise peut mettre fin à ta mission du jour au lendemain alors que toi, tu dois avoir un délai de prévenance d'1 mois. Voilà. Toutes ces conditions-là sont négociées par le consultant et ensuite, nous, on signe le contrat commercial avec son client après validation par le consultant. Mais c'est lui qui le négocie. Et nous, on est là pour l'appuyer. Si par exemple, il veut une revalorisation de TJM et qu'il ne se sent pas assez à l'aise pour la discuter, on peut prendre le relais et discuter avec son client. C'est pour ça que je te disais l'interlocuteur unique. À partir du moment où tu as signé le deal avec, en gros, c'est un tripartite, Oui. tu prends éventuellement. Donc, il y a un devoir de conseil donc, par rapport au contrat qui va être signé, de savoir si le contrat est légal ou illégal. Ça reste un devoir de conseil. Tu peux très bien dire, voilà, je te donne pour info que le contrat, en gros, est caduc. Je te conseille de ne pas le signer. Si le consultant le signe, qu'est-ce qui se passe? Non, on ne peut pas faire ça. Si le contrat est caduc, si le contrat n'a pas de valeur juridique, on ne peut pas le signer. Maintenant, on peut mettre en garde sur des clauses. Tout ce qui est contractuel, comme un contrat de travail. Contrat de travail, tu as une période d'essai, mais elle n'est pas obligatoire. En statut cadre, tu as 4 mois. Mais si ton consultant te dit, moi, je veux une période d'essai de 15 jours parce que j'ai un projet immobilier dans 2-3 mois, et si tu mets un préavis, une période d'essai de 4 mois, tu arrives à ta banque, on va dire, vous êtes gentil, mais vous êtes en période d'essai, revenez dans 6 mois. C'est du contractuel. La clause de résiliation, c'est contractuel. Si le client te dit, moi, je peux résilier du jour au lendemain, toi, par contre, c'est 3 mois de délai, moi, je mets en garde le consultant, je dis, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus, je ne veux pas le signer. Par contre, le risque, moi, je ne le prends pas. Parce qu'en portage salarial, si la mission s'arrête du jour au lendemain, le consultant n'est plus rémunéré. Moi, je ne verse pas de salaire si le consultant ne fait pas de prestation. Donc, je ne prends aucun risque. C'est là où, en fait, on a un devoir de conseil et de mise en garde surtout.
C'est pas parce que moi je ne prends pas de risque que je dois laisser mon consultant prendre ce risque sans en avoir connaissance. Alors là, je vais avoir deux points. Donc, toi, aujourd'hui, AZ Portage est une société de droit français. Donc, Oui. tu utilises gros en France. Est-ce qu'on peut prendre un risque par rapport à des sociétés de portage qui pourraient être à l'étranger pour se dire un jour, quand on arrive à la retraite, on n'a pas bien cotisé et vous avez rien. Est-ce que c'est un risque potentiel ou de se dire tout ce qui se passe dans les sociétés de portage dans l'espace de l'Union européenne, on est quand même relativement sécurisé? Et le deuxième point, tu as parlé de la banque. Quand je vais voir une banque et de se dire aujourd'hui, je suis en portage, est-ce qu'elle va te regarder et elle me dit bah non, c'est comme un freelance, je suis pas chaud. D'accord. Alors pour le premier point, le portage salarial déjà est réglementé. Donc il est dans le code civil et le code du travail. D'accord. Donc déjà tout ça est très structuré. Quand tu fais appel à une entreprise de portage salarial en France, tu n'as aucune garantie si on parle juste comme ça. Comme si tu étais employé d'une ESN. Tu n'as pas de garantie que l'ESN paye tes cotisations correctement ou non. Maintenant, la garantie que tu as, quand tu fais de la prestation de service, toi, tu es freelance, tu dois fournir ton attestation de vigilance à ton client qui atteste que tu es bien à jour du paiement de tes cotisations. Voilà, ça c'est important. Maintenant, pour en revenir aux sociétés de portage ou aux sociétés déguisées de portage qu'on peut trouver à l'étranger, moi je le déconseille fortement. On a beaucoup de concurrence par rapport à ça, des sociétés de portage suisses, luxembourgeoises ou des sociétés pseudo-portage UK. Surtout, dernièrement, il y a eu beaucoup de scandales là-dessus qui te versent une partie en salaire, une partie en dividende. Je ne veux pas leur faire de la pub, mais j'ai eu beaucoup de consultants dernièrement qui se sont retrouvés contrôlés, notamment par une société, et ils se sont fait retaper par le fisc. Parce que quand tu es salarié, tu n'as pas de possibilité de toucher et du salaire et de la dividende. Donc, en tout cas, à aujourd'hui, toute la jurisprudence est venue condamner les consultants qui ont fait ça. Pas la société, parce qu'elle est au UK, elle a le droit de faire ça au UK. Mais en France, c'est illégal. Donc, je déconseille fortement, notamment ces sociétés-là qui vont payer des charges dans ces pays-là, alors que tu es résident en France. Il y a beaucoup de consultants qui sont attirés par ce marché-là, notamment avec des avantages fiscaux. Par exemple, au Maroc, je le vois aussi, j'ai des consultants qui sont d'origine marocaine et qui me disent au Maroc, tu as un avantage fiscal pendant 5 ans, pendant 10 ans, tu ne payes pas d'impôts. Je dis oui, c'est très bien, mais tu vas vivre au Maroc, faire ta mission depuis le Maroc. Il me dit bah non, je reste vivre en France. Mais si tu restes vivre en France, tu dois payer tes charges et tes taxes en France. Maintenant, si tu vas t'installer dans le pays à l'étranger, aucun problème, c'est tout à fait légal. Mais quand tu es résident français, tu dois payer tes charges et tes taxes en France. Donc ça, c'est totalement illégal et les consultants se font taper. Par contre, la problématique qu'on a, c'est que les contrôles sur de la fraude fiscale, c'est 10 ans, c'est pas 3 ans. Donc les contrôles n'ont pas lieu tout de suite. Et le double effet qui se coule, c'est qu'on dit bah ouais, mais je connais des gens qui ont fait ça ou j'ai jamais entendu parler de problème. Et tu connais beaucoup de gens qui se font retaper par le fisc et qui sont condamnés à payer 50 000, 100 000, 200 000 euros et qui vont t'en parler. En général, quand on se fait prendre sur ces trucs-là, on n'en parle à personne. On a honte, on baisse la tête et on dit rien. Donc en fait, c'est très peu connu. Oui, mais c'est important d'en parler. C'est pour ça que je trouvais ça. C'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui sont attirés. Tu en as parlé tout à l'heure sur les charges. Les charges sont très importantes. Et effectivement, plus tes revenus augmentent, plus tes charges augmentent. Donc tu essayes de trouver des solutions. Moi, j'aime pas trop parler d'optimisation fiscale et autres parce que voilà, je suis pas juriste, je suis pas avocat, je fais pas d'optimisation fiscale. De l'optimisation fiscale, du ticket restaurant, on peut appeler ça de l'optimisation fiscale parce que tu bénéficies d'un avantage et tu payes pas de charges dessus. Mais bon, c'est pas une vraie optimisation fiscale au sens juridique du terme. Oui, après, on peut avoir des options. On peut dire, voilà, on va pas te mettre ton statut cadre, on va te ouvrir, je sais pas, une prévoyance sur laquelle on va mettre de l'argent et ça évite de payer plus de cotisations. Après, je pense qu'il peut y avoir plein de techniques que peuvent mettre en place les entreprises. Le but, c'est d'être quand même transparent par rapport à une personne qui, aujourd'hui, se dit le portage salarial est une solution peut-être plus adéquate que de se lancer dans freelance. On pourrait se dire avantage, inconvénient. Et le but, aujourd'hui, c'est de donner l'ensemble des éléments, de dire faites attention, hein, c'est comme tout. Il y a une émission de Julien Corpé qui passe sur RTL. Quand c'est trop beau, il y a toujours un loup. Oui, c'est ça. Moi, l'exemple que je donne souvent aux consultants qui veulent optimiser un maximum ou qui veulent passer par une société à l'étranger via des montages financiers un peu farfelus, on me dit, bah ouais, mais je connais quelqu'un qui le fait ou qui est en cours et il n'a pas de problème. J'ai dit, mais effectivement, tu peux griller un feu rouge aujourd'hui
Tant que tu n'as pas de policier au feu rouge, tu vas griller autant de feux rouges que tu veux, tu n'auras jamais d'amende. Il n'y a pas de problème. Par contre, au 50e, il va y avoir un contrôle de police, ils t'ont vu, ils vont t'arrêter, tu vas te faire verbaliser. Bah, à la différence, le contrôle fiscal, même s'ils ne le voient pas tout de suite, ils ont 10 ans pour revenir dessus. Le feu rouge que tu vas griller, une fois qu'il est grillé, s'il n'y a personne, on ne pourra jamais revenir dessus. Et voilà, c'est très... Maintenant, au niveau des banques, comme beaucoup, se dire, bah, moi je suis consultant, j'ai envie je sais pas, de contracter un crédit pour acheter un nouveau bien. Et on le sait tous, cette période-là alors, on fait attention, je parler assez facilement. Dès qu'il voit cette notion-là d'indépendant et tout, quand bien même on gagne très très bien sa vie, il dit bah ouais, mais c'est moins sûr qu'un contrat, qu'un CDI. Même si pour moi, un CDI, une entreprise, si elle veut te virer, elle peut te virer du jour au lendemain, quand bien même tu as un préavis de 3 mois. Enfin, tu te retrouves quand même au chômage. Ouais. Alors, c'est une question très intéressante parce qu'elle revient assez régulièrement. Déjà, par rapport à ce que tu viens de dire, quand tu as le statut de portage salarial, tu as un contrat de travail qui est en CDI ou en CDD. Donc, tu as un contrat de travail à durée indéterminée. Si tu as besoin d'un crédit ou d'une location, il faudrait mieux partir sur un CDI. Donc, c'est un CDI que tu as. Ensuite, tu as des fiches de paye. Donc, quand tu arrives voir ton banquier, très souvent, il te demande tes 3 derniers bulletins de salaire. Parfois, il peut te demander ton contrat de travail, mais il te demande tes 3 bulletins de salaire. Et avec tes 3 bulletins de salaire, il voit bien que tu es rattaché à une convention collective qui est celle du portage salarial, que tu as un statut de salarié, que tu as des bulletins de salaire réguliers, et il peut te demander également ton bulletin de salaire du mois de décembre de l'année N-1. Comme ça, il voit ton revenu annuel. Et là, il peut faire son calcul et te faire une projection sur ton projet immobilier. Donc, moi, j'ai des consultants depuis 10 ans, et depuis 10 ans, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un consultant qui est revenu me voir en me disant mon banquier m'a refusé mon crédit parce que je suis en portage salarial. Pour être transparent avec toi, j'ai eu un consultant il y a 3 mois de ça à peu près, qui avait fait du portage il y a 2-3 ans. On lui avait refusé son crédit et son banquier lui a dit l'étude de ton dossier a été refusée parce que tu es salarié porté. Je dis oui, d'accord, il t'a dit ça, mais il n'y a pas autre chose. Il me dit non, c'est sûr, à 1000%, c'est ça. Donc en fait, j'ai quitté le portage, je suis reparti indépendant. Bah, écoute, moi, ça m'étonne puisque j'ai jamais eu ce cas de figure-là. Après, la banque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a aucune obligation de donner un motif de refus. C'est le principe bancaire. La banque, tu fais une demande de crédit, elle peut te dire oui ou non. Tu peux demander pourquoi, elle va te dire bah, c'est comme ça. Mais moi, en tout cas, dans mes consultants, je n'ai pas eu un retour de consultant ayant eu un refus de crédit bancaire. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Mais si tu respectes ta capacité financière et ta capacité d'endettement, il n'y a aucune raison que ta banque refuse du fait du statut de salarié porté. Donc, si je suis en intercontrat, donc je ne ramène pas d'argent, je ne suis pas payé. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas un système de dire est-ce que je passe au chômage voilà. Qu'est-ce qui se passe pendant les périodes d'intercontrat? Alors, si tu es en intercontrat, on part du principe où tu as un contrat CDI, tu as fait ta mission. On va dire que le 30 juin, ta mission se termine. Tu ne trouves pas de nouvelle mission. Comme tu es en CDI, tu as 2 possibilités. Donc, soit tu continues à essayer de trouver une mission, on attend un petit laps de temps pour ne pas mettre fin à ton contrat de travail, soit on anticipe avant et on met fin à ton contrat de travail. Tu as 2 moyens de mettre fin à ton contrat de travail. Soit tu poses une démission, et ça ne va pas être avantageux pour toi, soit tu demandes une rupture conventionnelle. Et ça te permettra de pouvoir bénéficier du chômage. D'accord ? Ensuite, si tu veux continuer à essayer de trouver une mission, tu peux, parce qu'en portage, quand tu as un contrat CDI, tu as ce qu'on appelle une réserve financière. Une réserve financière, c'est le parachute du consultant porté. C'est une somme, 10% du salaire de base, qui est épargnée pour le compte du consultant. C'est pris sur son chiffre d'affaires et c'est mis de côté tous les mois. Et ça lui permet de générer une petite cagnotte qui est déclenchée en cas soit de baisse de revenus. Si par exemple, tu continues ta mission jusqu'en fin d'année et qu'au mois d'août, tu prends 3 semaines de congé, donc tu vas avoir une grosse chute de revenus, bah, tu peux demander à ta société de portage d'utiliser une partie de cette réserve financière pour pouvoir lisser tes revenus. Et elle te sert également à payer l'indemnité de rupture conventionnelle si tu souhaites avoir une rupture conventionnelle. Donc, tu fais ta demande de rupture conventionnelle. Il faut savoir qu'une rupture conventionnelle, il faut compter à peu près 1 mois, 1 mois et demi
Donc, c'est les délais légaux. Au moment où tu as le rendez-vous, tu complètes ton CERFA, tu as un délai de réflexion, tu dois le transmettre à l'Adriest et la confirmation de l'Adriest. Et ensuite, tu as la validation de l'Adriest pour ta rupture conventionnelle. Donc, toujours anticiper. Si tu as une fin de mission au 30 juin et que tu veux absolument une rupture conventionnelle, toujours l'anticiper. Mais tu as cette sécurité-là et tu peux t'inscrire pour pouvoir bénéficier de l'indemnité chômage. Tout ce qui concerne les congés payés, les RTT, c'est quelque chose qui est le même mode de fonctionnement qu'un contrat CDI avec une ESN, ou c'est pareil, j'ai des congés, je ne suis pas payé pendant mes congés. Si je décide de prendre 2 semaines de vacances, Tu as deux méthodes. Tu as deux méthodes. Alors, tu bénéficies des congés payés comme tout autre salarié. Tu as certaines sociétés qui vont épargner tes congés payés. Comme un salarié de SN, en bas de fiche de paye, tu as un nombre de jours de congés payés acquis. Sur un mois plein, tu as 2 jours et demi. Et tu as d'autres sociétés qui les versent à chaque fin de mois. Moi, je les verse par anticipation à chaque fin de mois. Donc, en fait, si tu fais un mois complet, à la fin du mois, tes 2 jours et demi de congés payés te sont versés. Pourquoi j'ai mis ça en place? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, on en a parlé juste avant, la réserve financière. La réserve financière, c'est une épargne de 10% du salaire de base qui est mis de côté pour le consultant. Les congés payés, les 2 jours et demi de congés payés, c'est la même chose. Ça correspond à 10% du salaire de base. Donc, si on épargne les congés payés plus la réserve financière, ça signifie que je vais ponctionner 20% à mes consultants en fin de mois. Alors, ça leur revient, hein, ça leur sera reversé, mais mes consultants préfèrent les avoir sur leur compte bancaire que les avoir sur mon compte bancaire. Donc, les congés payés, je les verse en fin de mois et la réserve financière est obligatoire, elle est conventionnelle, donc on doit l'approvisionner. D'accord. Donc, je pose une question aussi. Hein. Demain, tu fais faillite. Cette réserve, est-ce que c'est comme l'État qui garantit jusqu'à hauteur de 60 000 euros sur les comptes bancaires d'un particulier si la banque fait faillite? Est-ce que cette fameuse dite réserve, si tu fais faillite, il ne la touche pas ou il la touche? Alors, la réserve, elle revient déjà obligatoirement au consultant. Contrairement au congé payé, par exemple, si tu es licencié, alors je ne suis pas juriste, si je ne dis pas de bêtises, si tu es licencié, je crois, pour faute lourde, si je ne dis pas de bêtises, tu n'as pas le droit, l'employeur ne te verse pas tes congés payés. La réserve financière a été reversée quoi qu'il se passe. Maintenant, sur ce cas possible de faillite, on a en portage salarial une obligation d'avoir une garantie financière, comme les agences immobilières, en fait, puisqu'en fait, on encaisse des fonds du client qui appartient au consultant. Donc, la garantie financière va venir intervenir en cas de faillite de l'entreprise de portage salarial pour couvrir le versement des salaires. Et dans les salaires, il y a la réserve financière. Et le consultant a information de cette garantie financière sur son contrat de travail, sur le contrat commercial et dans l'interface en ligne de sa société de portage salarial. Donc, il a le numéro de contrat, le nom de l'organisme qui garantit cette assurance. Alors, un sujet peut-être moins drôle. Est-ce que, comme tout employeur, l'ESN est responsable juridiquement de ce que tu peux faire? Typiquement, c'est de plus en plus, un salarié porté est soit victime, soit l'auteur de harcèlement sexuel. Oui. Est-ce que tu es responsable ou pas des agissements chez un tiers, donc chez un client? Un client vient te voir, tu dis voilà, l'un de tes consultants portés a eu des propos, en gros, tendancieux vis-à-vis d'une salariée ou d'un salarié. Alors, il est salarié de l'entreprise de portage salarial, donc on est forcément responsable pour le compte de nos salariés. Après, tout dépend de quel type d'acte on parle. Il y en a certains qui sont répréhensibles. Encore une fois, je suis pas juriste. Il y en a certains qui sont dans le cadre du pénal ou autre. Et ton entreprise est responsable. On peut aussi aller dans ce sens-là pour dire qu'il y a une responsabilité civile professionnelle qui est obligatoire en portage salarial, comme pour un freelance ou comme pour une ESN, et qui va intervenir en cas de dégâts, en cas de problématiques qui a pu être causée par le consultant chez son client. Donc, tu l'as dit, aujourd'hui, c'est plutôt des profils qui ont 5 ans, donc plutôt expérimentés. Par rapport à les chiffres maintenant, je suis aujourd'hui un consultant en CDI avec, prenons un exemple, 22 heures d'expérience sur SAP. Quelle est la différence que je pourrais avoir entre aujourd'hui mon contrat en CDI et le très bon salaire que j'ai et demain passer en portage salarial?
Alors, en portage salarial, comme je t'expliquais tout à l'heure, ta société de portage salarial va prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxe que tu vas réaliser. Donc, ça va en moyenne de 5 à 10%. Si tu fais un calcul, donc après faire une simulation, la plupart des sociétés de portage salarial peuvent te fournir une simulation. C'est très basique. Tu fournis ton TJM cible, ton email, ton numéro de téléphone, et l'entreprise de portage salarial va te faire une simulation de salaire. Donc, ça permet de te projeter. En moyenne, moi, ce que j'ai pu constater chez mes consultants qui passent en portage salarial, qu'ils soient salariés de client final, salariés de SN, font un gain de salaire entre 1500 et 3500 euros net par mois. Passer de SN, salarié de SN à salarié de portage salarial, c'est le gain financier qu'ils font. Et j'ai des consultants qui sont salariés d'une SN le vendredi, ils ont posé leur démission dernier jour vendredi, lundi ils passent salarié chez moi, et ils continuent la même mission chez la même ESN et qui font ce gain financier-là pour faire exactement la même mission. Après, tout dépendra de ton TGM et de ta rémunération que tu as pu avoir chez ton ESN. Est-ce que tu as aussi alors, toujours le même principe, un devoir de conseil par rapport à un consultant qui, alors comme tu l'as parlé, d'un agent immobilier, lorsque tu vends ton bien et tu dis, bah, je te vends 500 000 et ton agent immobilier te dit, ouais, mais là, vous êtes bien au-dessus du marché, ça partira jamais, comme un Stéphane Plaza qui va te dire, bah non, là, votre maison, elle vaut 300 000, même en faisant des travaux, elle est 350 000, mais jamais 500 000. Est-ce que le même principe, un consultant qui arrive qui dit, ah bah moi, mon TJM aujourd'hui, il est de 1200 euros, quand bien même il présente ou pas ses bulletins de salaire. Est-ce que toi, tu vas lui dire, non, Coco, à 1200 euros, bah, moi, je ne peux pas te placer. Alors, d'abord. Après, oui, c'est toi-même, enfin, le consultant qui va chercher Voilà, le consultant va chercher lui-même sa mission. Moi, je ne le place pas, je le mets en contact. Après, j'ai quelques retours et je peux lui dire, le cas concret que tu me donnes, quelqu'un qui va me dire, moi, je prends 1200 euros jour, j'ai 7 ans d'expérience. Je veux dire, t'es gentil. Si tu arrives à se vendre à ce tarif-là et que tu trouves une mission, tant mieux. Par contre, même s'il arrive avec ce TGM-là qui est disproportionné, je dis, soit tu connais le client directement et il est OK pour te surfacturer, soit il va t'arriver des problèmes. Le cas de figure que j'ai le plus régulièrement, notamment ces dernières années, puisqu'il y a une pénurie de consultants, il y a des difficultés à trouver des consultants, j'ai des consultants qui essayent de se positionner à des TJM autour de 700, 850 euros, alors que dans une situation, on va dire, normale, ils seraient plus à 600, 650 euros. Donc en fait, ils gonflent un peu les TJM, ce que je peux comprendre, hein, c'est la loi de l'offre et de la demande, je peux comprendre. Par contre, je leur dis, ne surestimez pas trop, ne faites pas un gap trop important. Si ton TJM il est à 600 euros et que tu te positionnes à 800 euros, il y a des chances que tu trouves une mission parce qu'il y a un manque de consultants disponibles sur le marché. Par contre, ton client, le jour où tu seras en mission, si tu lui fournis du 600 euros, que tu as vendu du 800 euros, tu vas le recevoir en pleine face. Il va te le faire comprendre et ta mission va mal se passer. Il ne va pas laisser passer ça. Tu dois en fournir pour le tarif que tu proposes. Donc, ne pas surévaluer. Un TGM à 600, 650, 700, c'est déjà beaucoup. C'est très bien. Il faut avoir une juste valeur. Si toi, tu gagnes, mais que ton client perd, ta mission, soit lui va l'arrêter prématurément, soit il va, parce que tu es trop cher, il va trouver quelqu'un d'autre à un autre moment, ou soit parce que ça ne fait pas l'affaire et tu ne vas rien gagner. Alors, là, on essaie de définir le profil type. Donc, le profil type pour l'instant, c'est un consultant qui a plus de 5 ans d'expérience, qui a plutôt un TJM autour de 700 euros. Je suppose qu'il est extrêmement mobile, ou tu peux me dire, bah non, il y a aussi la partie maintenant remote qui fonctionne très bien. Est-ce que c'est plutôt des missions en France où tu as aussi dans tes. Alors, toujours le profil type, pour que les gens se disent, bah, je rentre ou pas, si on aime bien mettre des cases. Il y a aussi toute la partie sur de plus en plus de missions à l'étranger où tu dis, non, on se concentre uniquement sur des consultants qui travaillent en France pour des clients français ou étrangers, mais en France. Alors, en portage salarial, d'un point de vue, on va parler plus global, portage salarial, il n'y a pas forcément de profil type. Si tu prends un consultant SAP, effectivement, il faut plus de 5 ans d'expérience. Sur le TJM, il n'y a pas de limite. Tu dois être au-dessus de mémoire 270 euros jour parce que tu as obligation de verser un salaire minimum conventionnel. Donc, en dessous de ça, tu ne peux pas prétendre à faire du portage salarial. Mais au-delà de ça, tu peux entrer dans le cadre du portage salarial. Tu peux avoir des missions qui sont à l'étranger aussi.
Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Après, il faut faire attention aux assurances, bien évidemment. En règle générale, si tu interviens sur une mission en France, il n'y a pas trop de problématiques. Les contrats, les RC Pro couvrent en général ces déplacements-là. Maintenant, si tu as une mission, notamment aux États-Unis, par exemple, ça fait l'objet d'une extension de garantie. En Chine ou dans des pays un peu plus à risque, il faut faire attention au niveau des assurances. Mais tu n'as pas forcément de profil, que ce soit en termes de TJM, de mission. Maintenant, pour ma part, on va dire que 90% des missions de mes consultants sont en France et pas à l'étranger. Après, tu peux avoir des déplacements quand tu as des entrepôts ou ce genre de choses à l'étranger. Tu peux avoir des déplacements, mais qui sont très ponctuels.